Pourquoi ça marche pas? Nous allons reprendre dans 2-3 minutes, hein, pour 1 heure. Et je vous redonne rendez-vous après à 16 h pour Omram Mikhaël Ivanov. Alors le direct a commencé, on t'attend. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas traduit. C'est pas le bon câble? Si, je l'ai. Alors, première question, la deuxième partie du 700. On continue sur la lancée. Alors, bon, comme il y a eu une question sur les... Sur quoi? Sur là, ce qu'on vient de dire, peut-être. La N-acétylcystine, on en a parlé tout à l'heure. Non, mais le dosage, on n'avait pas. Ah, le dosage, oui. Le dosage, il est très important de ne pas dépasser 200 à 300 mg par jour. Dans le traitement des bronchites ou des mucolytiques, quand on a des infections chez les enfants et tout, on donne effectivement jusqu'à 1800 mg, mais parce qu'il y a une infection. S'il n'y a pas d'infection et que tu prends trop de N-acétylcystéine, il va y avoir des effets secondaires. À 600 mg, si tu n'as pas de problème de bronche, tu vas avoir des démangeaisons cutanées, des choses comme ça. Là, c'est en plus la dose, comme a dit Michel Dogna, 200 mg, moi je dis 300 maximum, parce que bon, c'est la forme qu'on trouve le plus facilement. C'est vraiment le précurseur du glutathion, on n'a pas besoin de plus. Donc vraiment, ne dépassez pas cette dose maximum de 300 mg. C'est une gélule par jour. Hein? Une gélule par jour. Oui, une gélule par jour pendant la boîte, quoi. En général, c'est des boîtes où il y a 100 ou 120 gélules, ça suffit largement. Voilà pour la N-acétylcystéine. Et comme on a calculé précisément, c'est pas 10 fois moins cher, c'est 30 fois moins cher que le glutathion. La seule différence, c'est qu'il va y avoir une latence peut-être d'1 semaine, le temps que l'effet apparaisse, parce qu'il faut que tout soit transformé dans le corps. La N-acétylcystéine soit métabolisée et transformée en glutathion, tout simplement. Alors, il y a des gens qui se posent la question, une question, j'avais déjà répondu, je crois, au dernier 700, où quand on fait le CDS, le dioxyde de chlore, il est contre-indiqué de prendre du glutathion. Je ne suis absolument pas d'accord, puisque jusqu'à présent, tous les antioxydants qui existent sur la planète ont des effets cumulatifs. Ils ne peuvent pas s'annuler l'un l'autre. Il y a quelqu'un justement qui parle, il semblerait que le CDS oui, c'est ce que je suis en train de répondre. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Le CDS serait un réducteur N-acétylcystéine, j'y crois pas du tout, puisque le principe du CDS est d'agir par oxygénation cellulaire et tissulaire directement, sans passer bien sûr par l'oxygénation pulmonaire. C'est un véritable oxygénateur cellulaire, et il n'y a aucune raison, quand on prête des antioxydants, par exemple dans l'alimentation, qui s'annulent l'un l'autre. Je ne vois pas par quel miracle le CDS, qui est un oxygénant au niveau des tissus, verrait son action réduite par la N-acétylcystéine ou par le glutathion. Mais de toute façon, le CDS, d'après Andreas Kalke, qui a trouvé le CDS, hein, ce biophysicien allemand, il était bien fait état du glutathion, mais pas du N-acétylcystéine. Oui, je sais, c'est Calcaire qui a dit ça, mais pour moi, Calcaire se trompe à ce niveau-là. J'ai travaillé il y a très nombreuses années sur les principes d'oxygénation du corps par ce qu'on appelait l'ozone, ozonothérapie, avec des effets. Dès qu'on oxygène les tissus, il y a des effets spectaculaires. Hein. Donc si en plus on donne des antioxydants, je ne vois pas par quel miracle l'un et l'autre se neutraliseraient. Au contraire, ils potentialisent leurs actions l'un l'autre.
Mais en tout cas, bon, comme c'est plus du glutathion, mais de la N-acétylcystéine, pour ceux qui ont fini leur glutathion, glutathion, il n'y a plus aucun problème. Il y a ce qui est dit par certains, bon, Calcaire a l'avantage d'avoir sorti tous les protocoles utilisables pour le CDS selon les infections et selon les pathologies. Moi, je parle du CDS en tant qu'oxygénateur pour quelqu'un qui n'a pas de maladie particulière, hein, et qui ressentira les bienfaits sur le fonctionnement à tous les niveaux, biologique, normal. Hein. Après, bon, il y a effectivement des protocoles plus précis avec le CDS en fonction des pathologies, mais ça, il n'est pas question de l'évoquer ici, ça serait beaucoup trop long. Et puis, vous avez toute la documentation qui est accessible en français, hein, maintenant, sur le site même d'Andreas Calcaire. Le seul inconvénient du CDS, c'est qu'il faut le préparer. Alors, les sociétés qui vous vendent du CDS tout prêt à l'usage, c'est une escroquerie, ça peut pas exister. C'est une préparation extemporanée qui va vous permettre de fabriquer votre produit, de garder le CDS, donc soluble, dissous dans l'eau, et ça se garde au frigo, enfin bon, toutes les techniques de fabrication connues, mais vous ne pouvez pas avoir du CDS tout prêt à l'usage. Ça ne peut pas exister. C'est ce qui n'est pas... Comment? Mais parce que c'est un gaz volatile. Donc, il y en a qui te vendent des comprimés soi-disant effervescents que tu mets dans de l'eau, mais c'est pas vrai. Il y a un dosage très particulier dans la fabrication de base du CDS, c'est-à-dire que ça correspond à 3000, je crois, particules par million de particules, qui est la dose la plus commune, je dirais, mais que tous ces pharmaciens, ces commerçants qui te vendent du CDS prêt à l'emploi, je n'y crois pas une seconde. Parce que la préparation doit se faire sous forme liquide. Ils ne peuvent pas te l'envoyer par la poste, parce que si tu prends par exemple ta mère, ce qu'on appelle la mère, c'est-à-dire le mélange initial qui est issu de la préparation, il faut le mettre au frigo. Si tu le sors du frigo, tu as le gaz qui s'échappe au-dessus. Et c'est un gaz toxique, hein, le dioxyde de chlore. Sous forme de gaz, il est toxique. Il est totalement toxique. Donc vous vendre ça par la poste, voyager par la poste, c'est impossible. C'est impossible. C'est le seul inconvénient, c'est que ça doit se préparer, on doit conserver ses bouteilles au frais. Mais comme ça coûte rien, c'est juste un investissement de temps. Mais quand tu en prends l'habitude, moi j'en prends tous les jours, même ici. Mais pas parce que je suis malade, mais parce que je sens vraiment que ça fait du bien, à tous les niveaux. Après, il y a des protocoles très précis où on monte, je crois, dans la malaria ou dans certaines leucémies à 50 millilitres par jour. Ce que je ne vous conseille absolument pas de faire si vous n'avez pas de problème majeur de santé. Hein. Pour ça, vous allez le sentir passer, ça va vous donner des maux de tête, souvent des diarrhées. Alors les diarrhées à l'utilisation du CDS au début, il ne faut pas s'en inquiéter. Ça veut dire que vous avez tellement de métaux lourds et de saloperies, on a tous tellement de saloperies et de métaux lourds dans le corps, que si vous êtes très toxiné, effectivement, il va y avoir les premiers jours une diarrhée. Hein. Mais ce n'est pas un effet secondaire, c'est simplement une élimination. Il y a des gens qui s'effrayent quand ils commencent et ils arrêtent. Mais justement parce qu'ils ont des effets. Mais ces effets, c'est parce qu'ils sont très intoxiqués. Mais une fois que ça s'est passé, ils doivent au contraire continuer. Et le dosage progressif. Alors ils ne vont pas s'effrayer, ils vont s'habituer. Et donc ils pourront le prendre jusqu'à la dose recommandée qu'à prendre sans arrêt de 10 millilitres tous les jours. Voilà. Mais même moi, pour vérifier, je suis monté... Calcaire dit... c'est le protocole C, c'est le protocole, disons, qu'on devrait prendre tous pour se protéger. C'est le maximal que vous préconisez. Après, s'il y a des pathologies, on peut... Mais c'est différent. Mais alors, chacun, donc, aura sa pathologie concrète selon ce qu'il a comme problème. Mais sinon, le 10 millilitres, c'est la dose standard, on va dire. Mais si vous êtes sensible, hypersensible du ventre, vous commencez par 5 millilitres. Il faut commencer par 1, 2, jusqu'au bout d'une semaine que tu arrives à 10. Chaque et alors, personne, tu n'auras pas les effets aussi fort que si d'entrée tu prends. Parce que s'il était très intoxiqué, les effets, que ce soit mal de tête, que ce soit diarrhée, que ce soit même extraire des vers par les selles, tout ça, c'est du nettoyage. C'est tout à fait réel. Enfin, c'est pas une patiente, c'est quelqu'un qui a une amie qui a pris du CDS pour une maladie auto-immune. Elle a eu, avec 10 millilitres, non, même 5 millilitres, elle a eu une évacuation à la peau des toxines et ça lui a déclenché des pustules sur le corps absolument phénoménales. Mais c'est bien, c'est bon. Alors les gens s'effrayent tout de suite. Les gens paniquent. Et alors ils arrêtent. Et c'est le contraire.
Ils sont en train d'éliminer ça. Il faut bien qu'ils s'éliminent quelque part, soit par l'urine, soit par Ouais. les selles, soit par la peau. Donc il va y avoir une C'est les trois réaction. émonctoires principaux, enfin les trois voies d'élimination principales. Alors c'est vrai que quand ça se voit au niveau de la peau, mais là aussi, il faudrait qu'elles mettent du CDS sur la peau. Mais le problème, c'est que les gens ont peur. Bon, déjà de prendre un désinfectant comme ça, dioxyde de chlore, ça peut sembler un peu bizarre. Donc il y a une peur qui est inculquée en nous, même si on ne sait pas ce que c'est. La couleur, l'odeur, ça sent la javel, quoi. Ouais, clairement, ça serait- Et moi, la première fois où je l'ai pris, je me rappelle, je rentre dans la voiture, ça sentait la javel partout dans la voiture. Ma peau sentait la javel. Là, maintenant, il n'y a plus rien. Et je suis passé, moi, à 22 millilitres, juste pour voir ce que ça faisait. J'ai aucun effet secondaire, aucun. Bien au contraire. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs protocoles A, B, C, c'est ça, au niveau de la localisation? Bah oui, tu vas voir aussi que quand tu commences à le prendre, bah après, tu as envie d'en prendre tout le temps. Parce que même si tu peux pas identifier, parce que tu n'as pas de maladie particulière, mais tu sens que ça. Ouais, tu es oxygéné, quoi. C'est comme si tu. Comme les sportifs qui vont s'entraîner en haute altitude pour redescendre avec plus d'hémoglobine dans le sang. Là, tu n'as pas plus d'hémoglobine, mais tu as plus d'oxygène. Ça stimule le pH. Donc l'oxygène, par cette façon-là, pas par la respiration, donc ça passe pas par l'hémoglobine, est beaucoup plus efficace au niveau de la structure cellulaire. Ça rétablit quelque part la fonctionnalité de la membrane cellulaire. J'en parlerai à l'occasion, si on a le temps, de cette membrane cellulaire, parce que la membrane cellulaire est bien plus importante que l'ADN. C'est elle qui régit tous les échanges intérieurs-extérieurs. Et quand vous avez une membrane cellulaire parfaite, bah, votre physiologie, elle ne peut que être parfaite. Toute l'alimentation aujourd'hui enrichie en sucre, en produits industriels, a fragilisé les membranes cellulaires. Et quand la membrane cellulaire est fragilisée, elle n'assure plus sa fonction d'absorption-excrétion, hein, ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium, et les maladies commencent à apparaître. Vous avez des surcharges d'abord dans le milieu extracellulaire, et petit à petit, ça pénètre à l'intérieur de la cellule, c'est ce qu'on appelle le stress oxydant, extracellulaire dans un premier temps, qui est guérissable, et après intracellulaire, c'est-à-dire que toutes les toxines ne peuvent plus être éliminées de la cellule, et là vous rentrez dans ce qu'on appelle les maladies dégénératives, au sens large, sur lesquelles ni l'énergétique ni la chimie ne peut agir. D'ailleurs, à l'époque de l'effet Kirlian, on pouvait apprécier par exemple le pronostic d'un cancer, parce que quelqu'un qui avait un cancer avec un stress oxydant qui n'était pas passé dans la cellule, donc un stress oxydant extracellulaire, la chimio, l'énergétique, tout ce qu'on peut imaginer fonctionnait. Par contre, quand vous passiez en terrain dégénératif, à ce moment-là, ça se voyait très précisément sur les images Kirlian, ben, votre cellule n'est plus capable de se réguler. Elle est en dégénérescence, la membrane cellulaire ne joue plus son rôle. J'avais expliqué ça très largement, voilà 2-3 ans, par rapport aux champignons qui reconstituent les membranes cellulaires, mais la membrane cellulaire est la clé de l'équilibre acido-basique, donc du stress ou pas de stress, et du fonctionnement de l'ADN. Tout ça, c'était parfaitement connu. Simplement, dans les enseignements de médecine, ça a été peu à peu évacué. On sait très bien, par exemple, que quelqu'un qui va mourir, quel que soit son âge, a une chute brutale du cholestérol. Le cholestérol est une vitamine, hein, contrairement à ce qu'on nous raconte comme connerie. C'est l'un des constituants principaux des membranes cellulaires. Le cholestérol est une vitamine pour le cerveau, pour les gaines de myéline, pour tout ça. Tout a été dévié depuis les années 50, on nous a raconté que des conneries. Le cholestérol devient toxique. Alors, de mon temps où j'avais commencé médecine, on admettait que le cholestérol normal allait jusqu'à 2,80 g. Aujourd'hui, on vous dit à 2 grammes, il faut prendre des hypocholestérolémiens. Donc on déstabilise vos membranes cellulaires. C'est une connerie monumentale. Pareil pour le sucre. Avant, on était diabétique à 1,20 g, 1,30 g, on était normal. Aujourd'hui, vous dépassez 1 gramme, vous êtes diabétique pour une raison toute simple. Ce n'est pas la vérité, simplement, statistiquement, vous faites rentrer dans le diabète ou dans l'hypercholestérolémie des gens qui avant n'y étaient pas. Donc c'est très bon pour le business. Et pas pour la cellule. Mais malheureusement, c'est comme ça pour tout. Ouais. Nous, ça refait la... Tu sais, on dit qu'on devient poreux au niveau intestinal. Oui, c'est la même chose. Ça refait les cellules. Exact. Ça refait Exact. la porosité. On sait qu'on a un cerveau dans la tête qui est triple, néocortex,
mésocortex et paléocortex. On sait qu'on a un cerveau dans le ventre et que c'est en fait le cerveau du ventre qui commande tous nos comportements, à part l'apprentissage bien sûr entre 0 et 4 ans. Si vous avez telle bactérie dans votre ventre, vous allez avoir tel comportement parce qu'il sécrète des neuromédiateurs. Le problème, c'est que l'alimentation, d'une manière générale, hein, pas uniquement l'alimentation industrielle, plus vous avancez en âge, plus vous détruisez vos villosités intestinales, les villosités qui sont dans l'intestin grêle, où se logent les bactéries qu'on appelle saprophytes. Et quand il n'y a plus de villosité avec l'âge, à partir de 40 ans, il n'y en a quasiment plus, même si vous mangez bio, bah, votre biotope se modifie, c'est-à-dire que votre flore intestinale normale est complètement dégradée. Alors bien sûr, ils ont créé les probiotiques, ils ont créé plein de souches qu'on absorbe, mais on sait très bien que ça ne dure pas. Bah oui, parce que les bactéries que vous absorbez, même d'origine humaine, ne trouvent pas de domicile. C'est à la suite de ça qu'on avait parlé du fameux champignon qui est pour moi le plus important, même plus que le Ganoderma lucidum ou le reishi, c'est la crinière de lion, Ericium echinacea, qui est un champignon qui a été découvert au Brésil, on l'appelle la crinière de lion, et qui a la particularité de reconstituer totalement les villosités intestinales. Donc à partir de là, vous n'avez plus besoin d'absorber des probiotiques. Votre ventre se met à fonctionner de façon parfaite, votre comportement change du tout au tout, simplement en refabriquant, donc grâce à l'apport spécifique de ce champignon, à travers des molécules très précises, mais aussi à travers ce qu'il y a dans tous les champignons sous forme d'extrait, qu'on appelle les polysaccharides et les alpha et les bêta-glucanes, qui sont les constituants essentiels de la membrane cellulaire. Et quand vous avez, encore une fois, une membrane cellulaire qui est en état de fonctionnement, à tous les niveaux, vous n'avez aucune raison de tomber malade. Aucune. Bien évidemment, tout ça a été occulté par la médecine, mais c'est des connaissances de biologie, de physiologie parfaitement connues. Et c'est ça qui crée l'oxydation cellulaire, donc le stress oxydant extracellulaire puis intracellulaire, et c'est ça qui va bloquer la régénération des tissus. Ouais. Moi, juste par rapport à la crinière de lion, Oui. j'en avais pris, Ouais. mais ça ne m'a pas enlevé la candidose. Ah non, c'est pas fait pour ça. La candidose peut être digestive, mais à ce moment-là, il y a des facteurs auto-immuns qui interviennent, hein, qui sont plus complexes. Mais en général, tu récupères, c'est bien ce que je dis, tu récupères ta flore intestinale normale, même s'il y a du candida qui reste. Hein. Le candida, c'est un autre problème. À ce Mais la moment-là, candidase avec le CDS, c'est ça qu'au sein. le CDS est éliminé. Le CDS élimine complètement le candida albicans, qu'il soit vaginal ou intestinal. En plus, tu n'as pas que le candida albicans qui est le plus connu, tu as le Monilia albicans, il y a plein de candidats différents dans le corps, et chaque individu a une sensibilité différente au candida albicans. Et on a souvent retrouvé que les gens qui avaient des candidats albicans, ou d'autres, le Monilia albicans par exemple, sont des gens qui avaient un défaut d'amour de soi, donc il y avait un problème immunitaire au départ, puisque l'amour de soi, la reconnaissance du soi est liée à la psycho-immunologie et à la neuroimmunologie, et qu'effectivement, quand il y a une prolifération d'un parasite, on peut le dire, c'est qu'on se laisse parasiter dans la vie, tout simplement. Donc c'est une invitation, indépendamment des causes là physiologiques, réelles, ou immunitaires, réelles, à trouver en soi le pourquoi on est comme ça. C'est pareil pour tous les parasites. Hein. Mais le CDS, effectivement, vient à bout de tous les parasites intestinaux. Alors, il y en a d'ailleurs qui se posent des questions pour le CDS en disant que si on prend du CDS, on va détruire sa flore intestinale. C'est pas vrai. Ça sera vrai uniquement au-delà d'un certain âge, si vous avez effectivement, comme la plupart des gens, des villosités intestinales complètement atrophiées. Donc, il y a des protocoles de soins, je dirais. À l'époque, on avait parlé des cristaux. J'avais donné un ordre précis pour prendre ces champignons sous forme d'extrait. D'abord, réparer la paroi intestinale, parce que là, à ce moment-là, vous allez faciliter tous les échanges intérieurs-extérieurs du corps. Vous allez régulariser votre comportement. Vous serez moins soumis à des comportements aberrants qui sont dictés par les bactéries du ventre. Après, il y a d'autres champignons, hein, il y en a des dizaines. Il y en a qu'on n'utilise pas couramment en Occident, mais parce que toutes les études scientifiques validées, hein, même en double aveugle,
ont été faites dans les pays asiatiques, parce qu'ils mangent beaucoup de champignons. Vous avez le shiitake, le maitake, par exemple, qui est le champignon d'encens, qui sont des champignons qui ont un rôle cardiovasculaire absolument énorme. Mais ça, je vous engage à regarder sur Internet. Je ne peux pas passer une heure sur les champignons, vu tout ce qu'on a à dire. Mais cette connaissance est accessible à tout le monde, hein. Quand on dit Google est ton ami, n'importe qui est capable d'accéder à ces informations. Vous avez des champignons qui sont plus rares, comme par exemple l'oreille de Judas, qui intervient sur certaines choses. Vous en avez un, le coprin, par exemple, qu'on mange bien, c'est un des meilleurs champignons comestibles. Le coprin chevelu, qui agit à merveille en extrait sur le diabète, type 1 ou type 2 d'ailleurs. Avec des études, ce que je vous dis, c'est pas la pratique, c'est réellement des études scientifiques en double aveugle, qui malheureusement sont très peu connues en Occident, et qui sont l'apanage des pays orientaux et asiatiques. Mais le plus important, si vous devez retenir de nom, c'est 1. La crinière de lion, 2. Le Ganoderma lucidum ou reishi, et après vous avez 3 champignons qui viennent à peu près en même temps. À vous de consulter les indications qui sont le maitake, le shiitake et le cordyceps sinensis. Mais en sachant que tous ces extraits de champignons, alors bien sûr il y a plus d'alpha ou de bêta-glucane, il y a plus de phospholipides ou autres, ou de polysaccharides, mais tout le contenu de ces champignons ou du mycélium, c'est déstabilisant des membranes cellulaires, sans exception. Mais ça, bon, l'information est accessible sur Google, il n'y a pas besoin de faire des formations ou des séminaires. Tout ça est largement accessible sur Google, vous tapez le nom du champignon. Alors ce dont je parle là, ce n'est pas les champignons frais, hein, ce sont les extraits, c'est-à-dire qu'on concentre le champignon sous forme sèche, sous forme de poudre, on met dans des gélules qui sont fermées hermétiquement, parce que ça s'oxyde, et qui ont des effets que tous ceux qui en ont pris depuis des années peuvent constater sans aucune difficulté. Mais encore une fois, pour les mycothérapeutes, comme on dit, le champignon roi, c'est le Ganoderma lucidum, le reishi. Vous avez aussi les champignons sibériens, qui commencent à être très connus, le chaga, qui est un champignon extraordinaire, parce que c'est un champignon qui vit par moins 30 degrés en Sibérie et dans le Grand Nord canadien. Le chaga est utilisé en Russie, au Canada, surtout en Russie, sous forme de décoction, de café le matin, de poudre, et il est extrêmement efficace sur le système immunitaire et aussi sur les membranes cellulaires. Et c'est un facteur de résistance à la performance, de résistance à l'oxydation énorme, le chaga, qui pousse spécifiquement sur les bouleaux et dans les pays très froids. Voilà, déjà avec ça, vous avez de quoi vous préserver sans aucun problème de beaucoup de choses. Et ça peut se faire en même temps que le CDS? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vas même favoriser, je pense, l'action, la synergie, comme on dit, entre les deux. D'une part, tu restaures la membrane cellulaire, d'autre part, tu oxygènes les tissus et la cellule. Donc, bien évidemment, tu auras des actions qui seront visibles, hein. Il y a quelqu'un qui me dit Trump avait parlé du CDS, on l'avait pris pour un fou. Oui, tout à fait. Il en avait parlé parce qu'ils sont au courant. C'est comme pour l'hydroxy, dont on ne doit pas prononcer le nom, du professeur Raoult. C'est pas pour rien si l'armée a raflé tous les stocks disponibles et que ça a été interdit. Mais bon, il y a tellement de molécules. Regardez, en Espagne, ils ont trouvé une molécule espagnole, je n'arrive même pas à prononcer le nom, la piplertécidine, qui est efficace à 100%. Oh, c'est une molécule qui n'est pas disponible d'ailleurs qu'en Espagne. Et ils ont fait des études, il y a une disparition à 100% de la chose. Le nom dont on ne doit pas prononcer pour ne pas être censuré sur le direct. Mais bon, vous avez des milliers de molécules qui agissent. Des milliers. Mais il ne faut surtout pas que ces molécules sortent, sans ça, il n'y aurait pas la dose. Tout ça, c'est que de la politique et de la finance. Hein. C'est tout.
Et puis même, sincèrement, admettre que l'immunité naturelle et le système immunitaire est tout à fait capable, si vous avez une vie à peu près saine, intérieurement et extérieurement, il n'y a aucune raison qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je vous rappelle quand même que les maladies pulmonaires, quelles qu'elles soient, tous les ans, c'est la cause, enfin c'est la cause, c'est la façon de mourir. Il y a plus de morts en fin de vie, dans les âges extrêmes de la vie, par infection pulmonaire. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a tous les ans, en France seulement, il y a 40 à 50 000 morts tous les ans de fin de vie, ce qu'on appelle la fin de vie par infection pulmonaire. C'est quelque chose de tout à fait normal. Le problème, c'est que la société occidentale, comme elle est dans l'ego, ben, elle repousse les limites de la mort, parce qu'on ne sait pas affronter la mort. Ce qui n'est pas le cas dans les pays plus traditionnels comme la Chine ou encore le Japon. Déjà en Occident, on nous a appris que dès que vous êtes vieux, ben, vous êtes un rebut de la société à tous les niveaux, pour le travail, dans la famille, alors qu'en Chine, au Japon, l'ancêtre, celui qui a franchi un certain âge, il est vénéré. C'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a l'histoire. En France et en Occident, par tous les moyens, on cherche à faire oublier cette mémoire ancestrale. Chez les Chinois, la mémoire ancestrale, la mémoire des ancêtres, est quelque chose d'extrêmement important. Ils sont porteurs de l'histoire de la famille, ils sont porteurs de l'assise même de la famille. Alors qu'aujourd'hui, quand vous êtes ménopausé ou andropausé, vous ne servez plus à rien, comme disait Jacques Attali. Vous ne produisez plus rien. C'est comme ça. Et d'ailleurs, que ce soit Attali ou d'autres, dont je ne citerai pas les noms, nous vantent que c'est une histoire extraordinaire que nous vivons, parce que l'humain va enfin devenir un objet. C'est le but du transhumanisme. Hein. Rien de plus, rien de moins. Et ça prouve à l'évidence que ces gens n'ont rien vécu, rien compris, et qui sont dans le, même pas dans l'ego, mais dans un trip mental absolument insensé. Et curieusement, effectivement, ce sont des gens qui pourtant ont un QI extrêmement élevé. Mais le QI ne permet pas de réussir sa vie. Hein. Quand j'étais jeune, je fréquentais le MEMSA, qui est un organisme où on a les plus hauts QI de la planète. Bah, je suis désolé, quand on voyait des gens qui avaient un QI à 180 ou 200, c'était des parfaits crétins. Des parfaits crétins dans la vie. Ah, par contre, au niveau de l'abstraction, mathématique, des idées, de la vision de l'abstraction, mais dans la vie courante, c'était nul. Mais on sait pertinemment que c'est l'intelligence émotionnelle qui vous permet de réussir votre vie, c'est absolument pas l'intelligence intellectuelle. Mais bon, c'est cette intelligence intellectuelle qui domine pour l'instant. Pour l'instant, mais qui ne va pas durer bien longtemps. Alors, autre question. Les miens, ils ne demandent pas parce qu'ils parlent espagnol. Hein? Les miens, ils ne demandent pas parce qu'ils parlent espagnol. Alors, donc, pour l'instant, ils sont tranquilles. Alors, à vous de demander. Et sur le chat aussi, vous pouvez demander. Je prends les questions sur le Oui, chat. celle qui passe là. Tout à l'heure, je me reposais une question par rapport au temps zéro. Ça correspond à quoi? À la création? Le temps zéro, c'est ce qu'on appelle l'alpha de la création. C'est le moment où la première conscience est apparue. Le temps zéro regroupe à la fois le temps initial et le temps final, parce que quand le temps initial et le temps final sont conjoints, ce qu'on appelle l'instant présent ou le temps zéro, tu t'aperçois qu'il n'y a jamais eu d'instant final ni d'instant initial, que tout ça s'est déroulé hors du temps et de l'espace, et que c'est une illusion totale. Donc qu'on emploie la terminologie d'instant présent, de temps zéro, c'est exactement la même chose. J'avais expliqué la semaine précédente que toutes nos cellules ont une base de temps qui n'est pas la même que la nôtre. Une cellule est capable de faire une transmutation alchimique en faible énergie, de transmuter une molécule en une autre, alors que nous, si on voulait le faire à l'échelle non pas atomique, mais à l'échelon macrocosmique ou visible, il faudrait des énergies de l'ordre d'une centrale nucléaire. Et il est démontré parfaitement que les cellules vivantes, les nôtres qui nous constituent,
n'évoluent pas dans le même espace-temps que ce que nous appelons en conscience l'espace et le temps, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur et tout ce qui est l'espace. La cellule est complètement indépendante de ces notions. Le plus important pour une cellule, c'est d'être en permanence en référence sur le cycle du temps zéro, ce qu'on appelle, même pour la division cellulaire, sur une fréquence qui est calibrée sur le dioxyde de silicium, et sur un agencement très particulier de certains organites à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme cellulaire. Il n'y a pas que les mitochondries, hein, tout le monde fait un cinéma avec les mitochondries parce que c'est issu de l'ADN et de l'ARN viral, mais il y a des organites autrement plus importants dont j'avais parlé dans le précédentes vacances. Hein. Donc il y a une dynamique cellulaire. Nous évoluons en conscience à l'intérieur de ce corps avec des données observables, le temps, l'heure qui s'écoule, l'alternance jour-nuit, alors que nos cellules n'évoluent absolument pas dans le même espace-temps que nous. Elles évoluent sur un temps beaucoup plus rapide, puisque quand une cellule fait une réaction chimique qui pour nous nécessiterait des conditions incroyables, la cellule peut le faire. Et en plus, en respectant ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échauffement dans la cellule, puisqu'on est régulé en tant qu'être humain à 37 degrés, et que les cellules sont capables de faire ça parce qu'elles le font pendant des temps extrêmement courts. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre d'une unité de mesure qui est de 10 puissance, je ne sais plus combien, mais c'est du milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Et pourtant, nos cellules le font tous les jours. Donc l'espace-temps que nous concevons, conceptualisons ou observons n'a rien à voir avec le temps cellulaire. C'est aussi un des nombreux paradoxes de ce que nous appelons notre corps. Et en plus, quand on sait que c'est pas que les comportements que nous avons dans la vie sont dictés, par l'apprentissage, les fameux petits diables, pour ceux qui ont connu AD, c'est-à-dire tous les conditionnements qu'on construit entre 0 et 4 ans et qui deviennent inconscients et qui vont nous donner des stratégies comportementales qui vont nous suivre toute notre vie. Ensuite, nous avons nos bactéries dans le ventre qui mettent leur grain de sel au niveau des émotions. Hein. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des candidats albicans. Les candidats albicans sont reliés à la peur. Donc vous allez avoir un individu qui va avoir peur. Il ne sait pas pourquoi, mais il a peur. C'est pas lui. C'est ces bactéries. Alors ensuite, vous avez ensuite le cerveau du cœur, qui est un autre cerveau qui a été découvert, qui est réel. Vous avez 300 ou 400 neurones autonomes dans le cœur. Et ce qui se passe justement quand on parle du feu du cœur, de l'activation de la couronne radiante, c'est quand la prééminence du cerveau laisse sa place au cerveau du cœur. Et là, vous débouchez spontanément sur l'humilité, le service, c'est-à-dire l'aide aux autres plutôt que l'aide à soi. Et donc, tous les étages du cerveau de la tête, c'est-à-dire aussi bien le néocortex, qu'on appelle la cognition, que le cerveau émotionnel, le mésocortex, ou encore le cerveau reptilien, n'a plus aucune prééminence. Bien sûr, il fonctionne, mais c'est le cerveau du cœur qui prend le relais. C'est celui qui est responsable de l'empathie, du charisme, de l'aide aux autres, de l'amour, de l'état agapé, de l'état naturel. C'est simplement que le cerveau de la tête a remis les clés au cerveau du cœur. C'est une réalité, ça on le sait parfaitement. Quand j'ai parlé du double tort du cœur et de la couronne ascensionnelle du cœur, ce n'est rien d'autre que cela au niveau réel qui se produit dans notre corps. C'est que le cerveau du cœur prend l'ascendance sur le cerveau de la tête, ce qu'on appelle passer de la tête au cœur. Et le cerveau viscéral du ventre, qui est l'attachement, bien évidemment, de l'ego, c'est-à-dire du troisième chakra, quand on passe le 8e corps, on passe de l'ego viscéral au cœur. Quand on dit que ça descend de la tête au cœur, là c'est le mental qui cède sa place au cœur. C'est deux mouvements qui sont en général successifs dans le temps par l'activation des nouveaux corps. Ben, c'est ça qui confère la liberté. C'est à ce moment-là, les structures présentes, le thymus se réactive à l'âge adulte, ce n'est plus du tout un reliquat ou quelque chose qui ne sert à rien. Et quand vous êtes dans le cœur, effectivement, votre système immunitaire, la reconnaissance du soi, devient quasi parfaite. C'est pour ça que Omram Mikhaël-Ivanov, dès 2009, nous avait dit que ceux qui avaient le chant de l'âme, qui signait le passage de la tête au cœur, et ceux qui avaient vécu l'activation du 8e corps,
à l'époque, on sentait comme s'il y avait un poignard qui était planté à la pointe du sternum, n'auront aucun problème avec les vibrations, n'auront aucun problème avec les rayonnements gamma, n'auront aucun problème avec le chaos du monde. Il avait déjà dit avant que toutes ces structures soient activées, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ouvrir le cœur, c'est déjà que le cerveau du cœur prenne le pas sur le cerveau de la tête et sur le cerveau du ventre. C'est ce qu'on a appelé à l'époque des résonances agapées, le rythme à 3 temps du cœur, c'est-à-dire que vous passez d'un rythme à 2 temps à un rythme à 3 temps. Et ça se sent, ça se vit. C'est les techniques d'ostéopathie vibratoire que j'ai remontrées la semaine dernière. Et si ça vous intéresse, on fera dans la semaine. Il y a une question que je veux te poser, toujours en relation aux inquiétudes qu'on me fait passer des gens, parce que vraiment, c'est pas très, très joyeux, non? Et la 5G qui va, le graphène et tout ce qu'on est en train de parler, donc il y a un avenir vraiment sombre pour le personnage. Oh, je dirais même qu'il n'y a aucun avenir. Oui, mais je veux dire dans le temps qui reste. Alors, moi, je me demandais si, de toute façon, il n'y a pas une adaptation quand même du corps, du personnage. Oui. Parce que, bon, on a passé beaucoup d'expériences, et donc on s'est plus ou moins adapté. D'ailleurs, même, on arrive à s'adapter à la douleur et aux conditions tellement pessimistes qu'on est en train de vivre. Oui, c'est valable pour le graphène, c'est valable pour la 5G, je pense, comme ça a été valable à chaque fois qu'ils ont créé la 3G, la 4G, les ondes télégraphiques, qui ont déclenché effectivement des épidémies ou des pandémies. Mais l'adaptation, là, la nouvelle adaptation qui nous est proposée, c'est l'adaptation au trou noir, c'est-à-dire au néant. C'est ce qu'on a préparé depuis 30 ans. Et tout ce qui a été enseigné par AD et par tant d'autres, de nous conduire selon un fil directeur et une histoire donnée à l'extinction de l'illusion de la conscience. Qui veut continuer la conscience si ce n'est la conscience? C'est-à-dire que quelque part en disant ça, quelqu'un qui dirait ça, c'est quelqu'un qui est identifié encore à sa conscience, mais on est antérieur à la conscience. Oui, mais la majorité des gens, ils veulent continuer le rêve. Avec le cauchemar, je te promets qu'ils vont se réveiller du rêve. Hein. Donc, et là, c'est pas seulement un phénomène d'adaptation, ou alors c'est une adaptation au réel. Et quand tu vis le réel, il n'y a plus de place pour la conscience, il n'y a plus de place pour une forme, quelle qu'elle soit. Et encore une fois... Donc, il n'y aura pas d'adaptation pour ce personnage. C'est une adaptation finale, on va dire. On va griller directement. Directement, Pépère en a parlé en 2009, c'est le grille planète. Que ce soit par la 5G, par Nibiru, par le rayonnement gamma de la Terre, du cosmos, les rayonnements solaires, ça ne change rien, c'est le même résultat. Le personnage, il veut persister. Hein le personnage, il veut persister. C'est son but. Le personnage, il est inscrit en lui, ce qu'on appelle dans le cerveau reptilien des réflexes de survie. Ce que j'expliquais la semaine dernière, tu mets ta main sur la feu, tu n'as pas besoin de penser à le retirer, tu la retires. Ça s'appelle les réflexes de survie. Donc l'adaptation est une chose, oui, mais l'adaptation finale, c'est de voir la vérité et de vivre le réel. C'est le paradis blanc qui est suivi tout de suite après le flash galactique par l'établissement de la vérité. Imagine-toi que ça dure encore 100 ans. Alors là, vraiment, le corps, on va vivre mal. Hein. Je ne sais pas. Mais le corps peut s'adapter, sauf à la radioactivité, parce que le rayonnement gamma, c'est un rayonnement qui met fin à tout système carboné. On ne pourra pas s'adapter à la radioactivité. Non, le rayonnement gamma, non, il n'y a plus de cellules. Il n'y a plus de forme. Le rayonnement gamma ne permet pas une adaptation, il permet une résolution. Hier, j'ai vu des vaisseaux vraiment déjà physiques. Oui. Alors donc, vraiment, on serait dans les temps de... On est dans les temps, on est même très loin dans l'apocalypse, on est dans la révolution finale. Le mensonge planétaire est en train d'être éclairé de partout. Il reste la révélation des plans infernaux. Pour l'instant, c'est bien sympa, il y a les vaisseaux de Marie qui se battent dans le ciel, les anges du Seigneur, les arthuriens, les archontes, mais il reste la révélation des plans les plus profonds. À un moment donné, ça a été écrit dans toutes les prophéties, vous verrez les démons, réellement. Vous verrez les entités qui vous accompagnent, que vous avez planquées dans votre dos, vous verrez des entités infernales qui vont sortir de terre. C'est le plan. Ça a été préparé même par les élites. Quand je disais qu'ils ont mis des centrales nucléaires sur les failles et sur les zones sismiques, tout ça, c'est pour la venue
entre guillemets, l'antéchrist, c'est la libération des entités infernales qui viennent de l'intraterre, enfin des zones intermédiaires de l'intraterre, pas les peuples intraterrestres, ça n'a rien à voir. C'est écrit en toutes lettres, c'est bien dans toutes les prophéties où tu tournes ta tête. On doit faire face à notre propre création. Et c'est à ce moment-là que tu pars dans un grand écadrille, tu as une grande frayeur, mais on le verra. Là, il y a des gens qui les voient, hein, les entités infernales. Mais ce n'est pas un prétexte de peur. Quand tu comprends que le diable, quelle que soit sa forme, ne peut rien contre toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui chasse le diable? C'est le rire. Le rire n'existe, le diable n'existe que parce que tu as peur. Dès que tu ris, moi j'ai vécu l'expérience il y a 30 ans avec des entités démoniaques. Au début, bien évidemment, j'ai appris tous les rituels de magie, d'exorcisme, pour m'opposer à ça. Et puis un jour, j'ai compris, à force de le vivre, qu'il suffisait simplement de rire. Et que quand tu ris, le diable ou les entités diaboliques n'ont aucun pouvoir sur toi. Elles se nourrissent uniquement de ta peur. C'est pour ça d'ailleurs que ce monde est un monde de prédation. C'était uniquement pour générer de la peur, parce qu'elles se nourrissent de nos émotions. Mais si tu n'as plus d'émotions, si tu es réellement dans le cœur, et si tu ris, si tu as l'émotion de la joie, aucune entité ne peut rien contre toi. C'est tout ce qui a été vécu en 2018-2019 avec la réabsorption des essences. On a réabsorbé le diable pour comprendre que le diable, ce n'était rien d'autre que nous. Tant que tu considères que c'est extérieur, tu as peur. La plus grande source de ténèbres et de lumière est dans chacun de nous. Il n'y a rien d'extérieur. Et c'est facile quand tu vois dans les milieux spirituels ou énergétiques, on te dit j'ai été attaqué, j'ai une entité. Mais c'est pas vrai. Même si on la voit, au niveau médiumnique, tu les vois. C'est ton état qui attire quelque chose. Ce n'est qu'une résonance, là aussi, mais pas une résonance agapée, une résonance de l'ombre. Et ça se passe toujours comme ça. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveteur. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a même pas de conscience. Mais tout ça, faut-il encore le comprendre? Et tu ne peux pas le comprendre intellectuellement, tu ne peux pas le comprendre par le fonctionnement de la conscience, tu ne peux le comprendre qu'en le traversant et en l'éprouvant, c'est-à-dire en le vivant. Bien évidemment, tout le monde ne l'a pas encore vécu, surtout que là, l'humanité est marquée par la plus grande frayeur de sa vie avec ce qu'ils ont créé. Ils ont créé la peur, tout simplement. Pour un truc qui tue personne, enfin c'est merveilleux. La mortalité de la grippe ou la mortalité par accident de voiture est de loin supérieure au danger illusoire de ce pseudo-truc-là. C'est insensé, quoi. On est arrivé à un degré de manipulation tel que vous voyez bien l'égrégore de la peur, vous voyez bien l'égrégore de ceux qui ont pris leur dose, là. Ils auraient mieux fait de fumer un peu de cannabis, ça aurait amélioré les choses. Plutôt que de se mettre tous à la cocaïne comme au gouvernement, qui est la pire des drogues. Et c'est comme s'ils prenaient des biberons de peur. Pourquoi? Parce que le peur leur donne l'ascendance. C'est ce que font les perverses narcissiques, avec l'accusation, l'inversion accusatoire. C'est les techniques de manipulation des foules qui sont connues. Goebbels en avait très bien parlé lors de son procès. Ils disent ce qu'ils ont fait, on peut le faire avec un roi, on n'a pas besoin d'avoir une dictature. À partir du moment où vous captez l'attention des foules et que vous leur instillez la peur, vous les commandez. C'est ce que fait un perverse narcissique. C'est comme ça que fonctionne malheureusement la psyché humaine. Et en plus, comme ça a été dit, nous sommes des co-créateurs, c'est-à-dire que tout ce que nous pensons s'actualise. Donc vous pensez peur, vous sécrétez de la peur et vous allez créer de la peur partout. Eux, ils le font dans un but de manipulation et d'asservissement, mais on se le fait très bien tout seul par rapport à nous-mêmes. Hein. Dès que vous croyez à vos propres peurs, vous êtes cuit. Il n'y a rien d'autre que ce jeu-là. C'est un jeu morbide, mais c'est le jeu de la conscience. C'est le jeu de la dualité, c'est le jeu de la forme, c'est le jeu de l'illusion. Et comme je l'ai dit, il est beaucoup plus facile de se réveiller du rêve
du rêve de la forme, du rêve de notre identité, par un cauchemar que par une poursuite du rêve. Donc on passera effectivement, et on le voit tous les jours, par un cauchemar terrible pour le personnage, et bientôt pour la conscience. Parce que quand la conscience va s'apercevoir de voir et tout ce qui était invisible auparavant, ça va être un sacré choc. Et il y aura autant de chocs par la vision des vaisseaux dans le ciel, qui vont couvrir le ciel, que par la vision des entités infraterrestres. Pas intraterrestres, hein, infraterrestres. Mais c'est le même choc. L'important, c'est de choquer. Pour ébranler le rêveur et pour ébranler ceux qui sont encore soumis à des idéaux du temps, ou à des idéaux de la forme, ou à des idéaux d'une quelconque supraconscience ou supramentale, comme l'a expliqué Sri Aurobindo. Tout ça, c'est du cinéma. Mais vous n'avez aucun moyen de le conceptualiser, vous n'avez aucun moyen d'accepter, que ce soit avec votre intellect, avec votre énergie, même si vos chakras sont ouverts, et encore moins avec votre conscience, parce que c'est quelque chose qui échappera toujours à la conscience. Mais bien sûr, oui, pour répondre à ta question, le réflexe de survie, il est inscrit dans le corps physique, comme il est inscrit dans la conscience. Il y a un instinct de préservation de l'illusion, donc du rêve. Alors qu'il n'y a rien à préserver en vérité. Mais tant que ce n'est pas vécu, ça ne peut pas être compris. Bidi a répété pendant des années, la compréhension est le vécu. Il ne peut pas y avoir de compréhension intellectuelle, il ne peut pas y avoir de compréhension énergétique ou vibratoire, il ne peut pas y avoir de compréhension à travers même celui qui accède au supramental. La compréhension, là, découle directement du vécu. Aucune connaissance ne peut nous y mener. C'est impossible. Encore une question ou deux. Karim. Tout à l'heure, tu évoquais le coup de poignard en fait, au niveau Oui. de la pointe du sternum. Mon interrogation, c'est qu'est-ce qui amène ce coup de poignard? À quoi c'est lié en fait? Quel est le phénomène qui se met en œuvre? C'est l'activation de ce qu'on a parfaitement décrit dans AD en 2009 et 2010, l'activation des 5 nouvelles fréquences ou des 5 nouveaux corps, parce qu'on a un corps subtil, on a 7 corps dans la médecine traditionnelle énergétique, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique et corps atmique. Et en 1995, 4 ont été adjoints 5 nouvelles fréquences. Et ces 5 nouvelles fréquences, Odéri Missal, qui sont en fait l'inversion de Do, Ré, Mi, etc., se sont impactées sur 5 points de vibration, qui sont situés ici pour le 8e corps, à la pointe du sternum, jusqu'au 12e corps, qui lui est situé juste au-dessus de la racine du nez. Chaque activation de ces corps donne lieu à l'activation de certains potentiels spirituels. Le 8e corps, qui est appelé le passage de l'ego au cœur, ou la crucifixion, nécessite l'abandon du service à moi, de l'ego, qui s'approprie, au cœur. Et comme ça a commencé en 84, moi je me rappelle très bien, en 84, j'ai passé 2 ans avec l'impression d'avoir un poignard planté là. Aujourd'hui, ça avait été expliqué à l'époque en 2009, le chemin le plus classique, c'est d'activer depuis le 8e jusqu'au 12e, dans le sens de la montée. Il y en a qui ont fait le chemin inverse, qui est beaucoup plus facile, parce que tu ouvres d'abord les potentiels spirituels, c'est-à-dire l'androgyne primordial, la communication avec le divin, le rayonnement du divin, et ensuite, en dernier, l'activation du 8e corps. Donc tu peux passer de la tête au cœur, ou de l'ego au cœur, en sachant qu'il y avait un chemin privilégié qui était le passage de l'ego au cœur, hein, au tout début des années de réception de la lumière, et qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des frères et des sœurs qui ont le champ de l'âme, qui vivent la couronne radiante et qui ont encore ce point douloureux. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un attachement, même si l'ouverture du cœur est réelle, à l'ego, c'est-à-dire à la forme. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Et d'autres, ça va être l'attachement au mental, ou à la notion d'évolution. Ça traduit les résistances de la rencontre entre la fusion et l'éternel, la fusion entre le mensonge et le réel, comme disait Bernard de Montréal. Mais c'est le même processus. Hein.
Une fois que ces 5 fréquences sont activées, que ce soit dans le sens descendant ou montant, à ce moment-là, tu es disponible pour ce qu'on appelle non plus le chakra du cœur, qui est tout petit, hein, mais pour la couronne ascensionnelle et la couronne qu'on a appelée du feu du cœur sacré, qui te conduit tout naturellement à ta propre auto-réabsorption en ce qu'on a appelé le cœur du cœur, qui est le point central du chakra du cœur, qui est le lieu où se résout la dualité. Et là, tu passes dans la conscience unitaire, paradis blanc, si tu veux, qui est l'étape qui jouxte la découverte et le vécu de l'absolu. Et c'est pas le vécu du paradis blanc qui te libère. Le vécu du paradis blanc te libère de la forme, mais le passage du paradis blanc au néant, entre guillemets, te libère de la forme, c'est-à-dire de la conscience. La conscience est toujours liée à une forme, que ce soit la forme d'un grain d'herbe, d'un univers, d'un atome. La conscience est tributaire d'une forme, quelle que soit la dimension. Et tant que tu n'as pas vécu ce passage au point zéro, c'est-à-dire non plus l'activation des 5 fréquences, mais l'activation du double tord du cœur, hein, tu ne peux pas être libre. Et il n'y a aucun concept qui peut en rendre compte, aucune expérience qui peut te le faire vivre, aucune énergie, aucune vibration, aucune conception. C'est le moment où tu es vraiment, tu rejoins et où tout le monde ne peut que se reconnaître. Tous ceux qui l'ont vécu, même s'ils en doutaient avant, le vivent à ce moment-là, de façon naturelle. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'état naturel ou l'état du réel. Enfin bon, il y a plein de terminologies possibles. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire quand tu découvres le réel, c'est ça qui met fin au monde. C'est ce que disait Nisargadatta il y a 40 ans, 35 ans, 40 ans. Il disait la recherche de la vérité va mettre fin au monde. La recherche de la vérité, c'est pas une recherche spirituelle. C'est simplement la découverte, comme disait Eckhart Tolle, du pouvoir de l'instant présent. Tu vois bien que tous ces gens-là, Eckhart Tolle et tant d'autres, n'ont jamais été dupes des archanges, des anges, des archontes. Ils n'en parleront jamais. Ils ne sont pas passés par ces étapes. Chacun aborde la vérité. Il y a à la fois de nombreuses demeures à la maison du Père, mais il y a aussi une innombrable chemin qui te permettent de réaliser qu'il n'y a jamais eu de chemin et qu'il n'y a jamais eu de demeure. Et du coup, en fait, plus c'est tardif, plus en fait on choque, c'est des étapes, c'est ça. Complètement. C'est ça qu'on entend. Complètement. Nous, à l'époque, en 84, les premiers qui ont été ouverts, on mettait des années pour passer d'une étape à une autre. Alors qu'aujourd'hui, tous ceux qui découvrent ça maintenant le vivent, ils n'ont plus besoin de savoir ce que c'est qu'une étoile, ce que c'est qu'un chakra, ce que c'est qu'une porte, c'est fini. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'est exactement ça, mais ça avait été expliqué aussi durant de nombreuses années, que tous ceux qui allaient arriver à partir du moment du libération du noyau de la Terre, qui elle est survenue en novembre 2011, c'était pas la fin du monde en décembre 2012, c'est la libération du noyau cristallin de la Terre, de son enfermement, qui a permis à beaucoup d'êtres de vivre ce qu'on a appelé l'onde de vie, qui n'a rien à voir avec la Kundalini, qui est une énergie qui effectivement venait du noyau cristallin de la Terre, qui est remontée par les jambes, qui a atteint le sacrum, qui s'est joint à la Kundalini, et aussi avec l'énergie descendante de la Shakti, qui est remontée le long du dos, dans ce qu'on appelait le canal de l'éther, et qui a fusionné les énergies du haut et du bas dans le cœur. À ce moment-là, effectivement, il y avait libération, si on peut dire, mais il y avait surtout l'activation de la couronne radiante ascensionnelle, comme on l'a nommé, et la transcendance de l'illusion, et l'accès au cœur du cœur, c'est-à-dire à l'état agapé, état naturel, état réel. Et tout ça, maintenant, vous n'avez même plus besoin de le savoir. C'est une connaissance qui a permis de stabiliser le processus. Moi, je l'ai décrit parce qu'en le vivant et qu'on était beaucoup à le vivre, mais tous ceux qui débarquent, entre guillemets, aujourd'hui, sont beaucoup plus libres que nous. Parce que nous, on était colorés par l'histoire spirituelle, on était colorés par le karma, on était colorés par la mémoire de nos vies passées, mais pas la mémoire du réel. Or, aujourd'hui, ce qui se révèle naturellement, c'est la mémoire du réel. Ce qu'on a appelé à l'époque le serment et la promesse de la source. Nous avons fait le serment à l'instant alpha de la création de nous souvenir qui nous étions antérieurement à la conscience et à la création au moment oméga. C'est pour ça qu'on a dit que l'alpha rejoint l'oméga, et quand le vivant, tu t'aperçois qu'il n'y a pas plus d'alpha que d'oméga. Tout ça, c'est du pipeau.
Et ça te met effectivement dans une grande joie, une grande humilité, une grande simplicité, quoi que tu fasses dans ta vie. Et là, tu te poses des questions sur le temps qu'il va faire. Tu te poses des questions sur ta vie dans le personnage. Mais il n'y a plus aucune question concernant la conscience ou la spiritualité. Tu n'es plus dupe de tout ça. Pour ça que Nisargadatta disait que la spiritualité est une escroquerie et que la conscience est une maladie. Mais heureusement, mortelle. Voilà, donc ça semble tellement gros pour la conscience que c'est inacceptable, encore plus gros pour le personnage qui pense que c'est de la folie pure et dure, mais le problème c'est qu'on est des millions à le vivre. Et chaque jour qui passe, on est de plus en plus à se rendre compte du réel. Donc il y a un pouvoir de contamination, ce que j'avais déclaré en juin 2019, 6 mois avant la pandémie du coco, j'avais dit qu'il y avait une pandémie d'agapé qui allait se diffuser sur toute la planète. C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc d'un côté, tu as le simulacre, le corona circus, qui s'appelle couronne, et de l'autre côté, le vrai couronnement, qui est la restitution à l'état originel ou l'état réel. C'est la pandémie agapé, qui effectivement se propage de la même façon que l'épidémie du corona circus. Alors, on va peut-être arrêter, parce que ça va être l'heure du repas. Donc, on reprend après le repas à 16h, avec une canalisation jusqu'au soir, mais qu'on coupera aussi au milieu, de Omram Mikhail Ivanov. N'oubliez pas, pour les auditeurs comme pour vous ici, de toutes les façons possibles, de préparer les questions pour Pépère. D'accord? Allez, bon appétit à tout le monde. Merci. J'ai perdu le pointeur. Allez, je l'ai retrouvé.